Bonjour à toutes et à tous. Les compétents, les gens véritablement investis dans une entreprise, sont-ils toujours ceux ou celles qui montent dans l'entreprise Oula au Oula niveau hiérarchique, Vaste sujet. qui est abordé souvent. Est-ce que parfois les personnes les plus investies sont celles qui restent, qui stagnent et qui ne sont pas toujours reconnues, alors que les personnes plus fortes en gueule, dirons-nous, ou qui sont persuadées de leurs compétences, ou qui ont peut-être une attitude qui laisse penser qu'elles sont compétentes, vont monter plus facilement. Après, on peut aussi évoquer les personnes qui montent dans la hiérarchie puisqu'elles sont bien vues, ou qu'elles font partie de la bonne coterie, ou du bon sérail. Ça arrive aussi, Oh oui. les passe-droits, alors là, Oula on pourrait en parler également, enfin, et à la fois, il n'y a pas grand-chose à en dire quelque part, hein. Un passe-droit, c'est un passe-droit. Ouais, c'est ça. Ça existe aussi, concrètement. Mais on s'est penché avec Florence sur ce sujet, oui, de la compétence, de l'incompétence. Et là, on tombe sur cet effet de Dunning-Kruger, où on voit que les personnes souvent peu compétentes arrivent, en tout cas certaines, à se sentir incroyablement compétentes, alors qu'elles n'ont pas les compétences, mais elles ont cette croyance, c'est un biais cognitif, de se dire waouh, je sors de l'école, ou je sors d'une formation, ou j'ai ce titre-là, je suis compétent. Et il leur manque souvent bien du temps parce que la compétence, ça s'acquiert avec l'expérience, avec la connaissance. Ça prend du temps, on ne se déclare pas compétent, mais certains ont la croyance qu'ils sont déjà compétents. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la phase de Dunning-Kruger la montagne de la stupidité. Parce que malheureusement, c'est souvent vu de l'extérieur, donc la personne se sent absolument ni stupide ni au mauvais endroit, mais de l'extérieur c'est un peu flagrant, hein, malheureusement c'est un peu flagrant. On voit aussi des personnes qui, parce qu'elles ont eu des performances, par exemple en tant que commercial, en tant que personne dans le domaine commercial, des personnes vont être promues manager alors qu'elles n'ont pas du tout les compétences pour être manager, mais c'est vu comme une promotion souvent, et ça peut induire cet effet de personnes incompétentes pour le poste, mais qui est placée sur ce poste-là parce qu'on considère qu'on lui fait une faveur, on considère que c'est Une récompense aussi. une récompense, que c'est la dynamique des choses, que c'est le sens des choses, mais tout le monde n'est pas fait pour être manager, Ah, non. tout le monde... Le management, c'est une compétence. C'est même un métier à part en fait. Et on ne voit souvent que le côté, le social, l'aura que ça donne, le salaire qui va avec, une forme de reconnaissance, mais c'est totalement un autre métier. Et on a tendance à confondre. Et moi j'ai vu beaucoup de managers, quelque part pas à leur place, ou même des fois tristes, parce qu'ils ne faisaient plus le métier qu'ils aimaient. En fait, manager, c'est gérer des gens. Donc gérer des gens, ça demande d'autres compétences que d'être un expert technique. Et celui qui excelle et qui est très bon dans l'expert technique et qui s'éclate finalement dans cette expertise-là, va peut-être être mis à mal dans un poste de management parce qu'il devra régler les problèmes des autres. Alors, il n'y a rien de technique dans la gestion des humains, c'est beaucoup de subtilité, d'écoute, de savoir mettre les limites, de savoir aussi trancher, décider, ce qui n'est pas fort et quasiment plus aucun lien avec le métier de base. Donc peut créer de la souffrance. La Oui, ça souffrance peut du créer manager lui-même et de tous les autres. et de toute l'équipe. Oui. Il y a de la souffrance un peu partout. Nuançons le propos tout de suite avant d'aller plus avant. On n'est pas en train de dire que toutes les entreprises recrutent à des postes de manager des incompétents. Oh que non. Mais le phénomène est quand même suffisamment répandu, puisqu'on en parle quand même à toutes les sauces, sur notamment les réseaux sociaux, mais pas que. C'est vraiment un sujet qui est pris à bras-le-corps par beaucoup de gens. Et ça montre quand même qu'il y a un certain phénomène. Et ça nous a intéressés. Pas qu'au poste de manager d'ailleurs, ça peut être au poste d'expert-ci, d'expert-là, je sais pas, à des postes... à tout niveau. À tout niveau, oui. Ouais. Et qu'on ne croit pas que c'est que dans une entreprise, on trouve ça beaucoup évidemment dans les postes étatiques aussi.
communaux, enfin voilà, pas seulement dans les entreprises privées, on trouve ça dans le public, même des fois encore plus souvent parce qu'on est recruté en interne. Et il y a cet effet. Donc souvent ce qu'on voit, c'est ce moment de montagne de la stupidité, c'est-à-dire que c'est les autres qui payent, qui bavent, qui en pâtissent vraiment et qui ont l'impression que leur boss est vraiment complètement à côté de la plaque. Et que souvent, quand on est issu de l'équipe et qu'on devient le manager, il y a tout un travail de positionnement à faire pour éviter justement ça et de pouvoir prendre ces deux rôles et différencier ces deux rôles. Si la personne évolue, elle va redescendre dans cette impression de toute puissance et de compétence, et c'est la vallée de l'humilité. La vallée de l'humilité, ça veut bien dire qu'à un moment donné, je comprends que je n'ai peut-être pas toutes les compétences, je comprends que j'ai besoin... Je sais que je ne sais pas. Voilà, c'est important, n'est-ce pas? C'est important. Certain Socrate, je crois. Et du coup, de se dire, bah tiens, j'ai peut-être des choses à travailler, j'ai peut-être des choses à apprendre, j'ai peut-être... apprendre avec vous, apprendre avec toi, on voit ça avec les apprentis, avec les employés, avec les collègues, en management intermédiaire ou autre, mais c'est important aussi, ou dans quelqu'un même qui aurait une école avec des jeunes, ou quelqu'un qui aura un groupe, de ne pas se sentir, parce qu'on est le plus âgé, ou parce qu'on est le seul adulte, tout à coup se sentir... se plus sentir d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est clair. Donc c'est important de redescendre dans cette vallée de l'humilité pour après prendre vraiment toutes ces compétences, prendre le temps, écouter les autres, se dire qu'on a du temps pour apprendre, on a le droit d'apprendre, on a le droit de se tromper, on n'a pas été transformé par un coup de baguette magique à ce poste-là. Et là, il y a de la vraie compétence qui s'installe avec le temps et là, on monte vraiment en compétences et tout en gardant l'humilité, on peut être fier des compétences acquises et non déclaratives. Donc, méfiez-vous des compétences déclaratives. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu même dans des postes très élevés, qui sont persuadés de leurs compétences, qui les déclarent, et quand on fait un assessment, quand on travaille un petit peu avec eux, on voit que c'est bien du déclaratif, mais c'est absolument pas la réalité dans le terrain. Et paradoxalement, des gens qui peuvent être très compétentes peuvent, elles, douter. Oui. Des personnes qui ont des capacités parfois hors normes peuvent se questionner elles-mêmes sur leur légitimité, ce qui est quand même assez terrible. Moi, ce qui me préoccupe aussi, c'est je me dis, est-ce que le management, il n'y a pas quelque chose à gagner, alors le top management, parfois, dans certaines situations, n'aurait pas quelque chose à gagner à recruter des personnes incompétentes à certains postes. Est-ce que ça leur permet aussi de ne pas se remettre en cause eux-mêmes, de ne pas avoir quelqu'un qui va mettre le doigt là où ça fait mal, peut-être sur des choses qui sont moyennement gérées, ou... et ils s'assurent d'avoir quelqu'un quelque part d'obéissant qui va être un peu entre le marteau et l'enclume, reconnaissant d'avoir laissé ce poste-là magnifique, qui va se sentir redevable parce qu'on l'a gratifié d'un poste soi-disant extraordinaire, et qui va ménager la chèvre et le chou, qui va être une espèce de tampon et qui va permettre aux erreurs en plus haut lieu de perdurer. Ça, c'est... Il y a peut-être un intérêt de cet ordre-là dans certaines organisations, bien qu'elles s'en défendraient très certainement en hurlant, mais... Quand on est externe ou qu'on vit ce genre de choses à l'interne, c'est souvent ce sentiment qui ressort, effectivement, qu'il y a une stratégie de prendre des gens plus bas que soi, plus mauvais que soi, pour soi-même rester dans l'image qu'on a de soi-même et dans peut-être cette illusion justement de Dunning-Kruger, de se sentir compétent. Il n'y a personne pour nous remettre en question et pour nous faire descendre dans cette phase de vallée de l'humilité. Donc prennent des fusibles. Ouais, ça aussi. Des fusibles qui peuvent être interchangeables si besoin. Peuvent être, ça ne remet pas en question. Ça ne remet pas en question et ça protège peut-être certains intérêts parfois. Et il y a également des personnes qui sont très douées pour faire travailler les autres et pour récolter les lauriers ou les idées. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut rencontrer dans les entreprises. Quelqu'un qui va trouver quelque chose et puis non, c'est une autre personne qui va récolter tous les bénéfices, toute la notoriété, tous les bons côtés de cette trouvaille. Et c'est vrai, dans les nouvelles... je dirais, définition du leadership maintenant, c'est vraiment quelqu'un qui sait s'entourer de gens, justement d'experts compétents et qui n'a pas besoin
que chaque personne soit moins bonne que ce leader. Au contraire, ce leader va favoriser l'émergence et la montée en puissance de chacune des compétences particulières et complémentaires dont il a besoin dans son équipe. Et indirectement, il en récoltera les fruits, mais parce qu'il aura fait monter tout le monde en compétences. Et je connais malheureusement beaucoup trop de gens qui aimeraient bien avoir ce genre de leader avec qui ils travaillent. C'est le leader les leaders dont on rêve tous. Voilà, toutes, alors oui. il y en a. Il y en a. Moi, c'est vrai que dans ma pratique, je ne récolte que les gens qui vont pas bien. Donc, on me parle pas assez de toutes celles qui vont bien. Mais il y en a des leaders comme ça. Et ça vaut la peine peut-être de se dire que quand on postule, on a aussi des attentes en termes de ce qu'on attend de notre chef et de la collaboration dans une entreprise. Et pas d'être juste, il me faut ce job, mais de dire voilà ce que j'attends et voilà comment je me positionne et j'aimerais bien pouvoir trouver ce style de management. Ça existe, donc ça vaut la peine de le cultiver et de le chercher. Il y en a. Oui, c'est un sommet à atteindre ou un objectif à se fixer. Oui, s'entourer des bonnes personnes et savoir faire fructifier toute cette énergie de talent, toute cette énergie de compétence. Être un peu le chef d'orchestre de toutes ces personnes talentueuses et d'avoir précisément ce talent de faire émerger les talents. Peut-être même en lien avec une vidéo que nous avons postée sur le couple, de laisser éclore l'autre, d'être en soutien, c'est aussi un des rôles du management, pour faire éclore et monter en compétence finalement ces différents collaborateurs, pour que tout le système soit gagnant. Ça peut être intéressant, n'hésitez pas à aller la regarder aussi. Il y a plein de choses qui se jouent dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, sur les mêmes tableaux, et on retrouve très souvent les mêmes situations. Et celui qui travaille ça dans le privé, il y a des chances qu'il le vive aussi après dans le monde professionnel et vice-versa. Donc l'un peut être le terrain d'expérimentation et peut-être d'éclosion de compétences relationnelles qui va rejaillir d'ailleurs sur l'autre milieu, privé ou professionnel. Moi j'encourage souvent les gens à expérimenter dans les deux milieux parce qu'ils vont devenir beaucoup plus performants finalement dans ces outils de communication, plus équilibrés, cohérents et cultiver finalement la confiance et la collaboration dans les relations. J'ai une phrase qui vient, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais c'est vraiment cliché de dire ça, mais c'est... Quand on travaille le côté personnel, on est évidemment bien plus rayonnant sur tous les autres aspects. Bien sûr. Et on peut davantage aider, et... oui, en travaillant ça déjà pour soi. Je pense pas que ce soit cliché. Finalement, ces grandes phrases, elles viennent pas de n'importe quoi. Ah non, elles viennent L'humain a vécu ça de manière différente au fil des âges, mais on retombe toujours sur les mêmes travers de l'humain. On retombe toujours, c'est comme si l'humain n'évoluait finalement pas tellement. J'ai l'impression que c'est cyclique, oui, ouais, que ça... Le cycle arrive à bout touchant et c'est reparti pour un tour, il faut tout réapprendre. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. On n'est pas très doué pour apprendre du passé. Mais bon, c'est aussi ce qui fait que c'est magnifique la vie, c'est qu'on réapprend tout le temps finalement. On va le voir du côté verre à moitié plein, voilà, plutôt que du verre à moitié vide, parce que si la moitié vide, ça peut faire mal par moment, oui. C'est sûr. Et être beaucoup moins drôle. Voilà, parfait. En tout cas, merci à vous. Merci. Et au plaisir de traiter de nouveaux sujets qui s'imbriquent, comme on peut le voir, tout s'imbrique, en définitive. C'est vraiment très intéressant. À bientôt. À bientôt. Au revoir.